Bonsoir à tous. Comme l'a dit Maître Despontin, effectivement, ici, nous sommes dans une mesure totalement inutile et ça devient effectivement un peu lassant, un peu fatigant de devoir plaider, même si je ne suis pas ici pour plaider, mais de plaider des évidences que tout le monde a l'air de reconnaître aujourd'hui, mais visiblement, il faut encore l'expliquer. Alors, le Covid Safety Kit, moi, je vais me concentrer sur effectivement le concept de proportionnalité par rapport à ce Covid Safety Kit et démontrer par le biais de ce principe, en quoi il constitue véritablement une obligation vaccinale déguisée qui, évidemment, permet aux autorités de ne pas prendre leurs responsabilités. Avant de vous parler de proportionnalité en tant que telle, il faut se rappeler une chose, une règle qui est, à mon sens, très importante et qui semble être oubliée, c'est que, oui, les citoyens ont des droits, ils ont des libertés. Ces droits et ces libertés ne sont évidemment pas absolus et peuvent faire l'objet de restrictions. Ça, c'est clair, on ne le conteste pas. Qu'est-ce que ça implique, par contre? Ça implique que la liberté est la règle et que l'interdiction est l'exception. Or, aujourd'hui, avec des mesures comme le Covid Safety Kit, par exemple, on est dans un schéma, j'ai l'impression, totalement inverse à partir du moment où on doit montrer patte blanche pour rentrer dans des établissements. Mais donc, ces restrictions aux droits et libertés doivent répondre à deux conditions. La première condition, c'est la réserve législative, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une loi qui soit prise pour permettre cette restriction. Et enfin, le fameux critère de proportionnalité. La proportionnalité, c'est quoi? C'est il faut que la mesure qu'on prend, qui est ici le Covid Safety Kit, doit être nécessaire au regard de l'objectif qui est poursuivi. Il faut donc faire un double test. Le premier, c'est donc vérifier cette nécessité de la mesure au regard de l'objectif et est-ce qu'elle permet d'atteindre cet objectif. Le deuxième, c'est de regarder si effectivement la mesure en question constitue la voie la moins attentatoire aux droits fondamentaux. Et donc, pour le dire autrement, l'avantage de la mesure doit évidemment l'emporter sur les inconvénients qui sont causés par celle-ci. Et on sait, avec le Covid Safety Kit, que des inconvénients, il y en a beaucoup, notamment en matière de discrimination entre les citoyens. Mais donc, on parle de la nécessité de la mesure au regard des objectifs. Quels étaient les objectifs du Covid Safety Kit quand il a été mis en place et qu'est-ce qu'il en est réellement ? J'ai donc divisé les objectifs officiellement poursuivis et les objectifs officieusement poursuivis. Maître Despontin l'a rappelé, on a plusieurs normes législatives qui consacrent ce Covid Safety Kit. Tout d'abord, l'accord de coopération du 14 juillet qui a été modifié à 2 reprises nous dit qu'il y a 3 objectifs qui sont poursuivis par ce Covid Safety Kit. Réduire la propagation du virus, éviter une nouvelle saturation du système hospitalier et relancer l'économie et éviter de nouvelles fermetures. Ensuite, on a eu l'ordonnance du 14 octobre de la COCOM, donc en région bruxelloise, et le décret du 21 octobre en région wallonne, qui viennent tous deux d'être modifiés pour être prolongés pour une nouvelle durée de 3 mois. Et aujourd'hui, Bruxelles nous dit, donc dans sa nouvelle ordonnance, que l'objectif, c'est de prévenir des formes graves de la maladie et la pression subséquente sur le système de soins de santé, on y revient toujours. Et par contre, le décret wallon, lui, nous dit toujours qu'on doit réduire le risque de transmission et promouvoir la santé des citoyens et limiter la surcharge des établissements des soins de santé. Mais donc, dans aucun de ces normes, nous n'avons un objectif qui serait d'augmenter, d'encourager la vaccination, de forcer, ou que sais-je, quel verbe je pourrais utiliser. Non, il n'y en a pas. Par contre, objectif officieusement poursuivi, et je crois que personne ne s'en cache aujourd'hui. On se rappellera Madame Montréal qui nous a dit très fièrement que depuis l'annonce du CST, 4 fois plus de personnes s'inscrivaient à la vaccination. Monsieur le Premier ministre au Codeco du 21 janvier dernier qui nous a dit le CST reste actuellement un outil important pour faire en sorte que les citoyens se fassent vacciner.
Alors, on avait à l'époque, avant ça, le rapport du GAMES du 18 août 2021 qui avait été rendu quand on a voulu instaurer le CST au tout début, qui n'a fait aucune évaluation dans son rapport de la nécessité du CST, de l'utilité du CST, mais nous a fait simplement une comparaison avec la France, qui avait instauré son pass sanitaire en juillet en disant « mais regardez, en France, le taux de vaccination a explosé », mais tout en disant « par contre, ici, ça risque d'avoir un peu moins d'effet parce qu'on a déjà ce taux de vaccination qui est assez élevé ». Mais donc, l'objectif n'était même pas caché, finalement, dans les rapports. Aujourd'hui, on a des débats sur la possibilité de mettre en place un pass vaccinal ou une obligation vaccinale au lieu du CST. Et cerise sur le gâteau, on a décidé de réduire la durée du certificat de vaccination deuxième dose et du certificat de guérison à 5 mois sans aucune justification scientifique, mais clairement pour nous dire qu'il fallait effectivement faire cette troisième dose et aller se faire vacciner. Donc je pense aujourd'hui clairement que nous avons un objectif très clair de la part des autorités qui est de pousser, de forcer à la vaccination qui n'est absolument plus caché, mais par contre, il n'est toujours pas dans les textes légaux. Ça, on ne le veut pas. Et par contre, quand on analyse la proportionnalité d'une mesure, on le fait par rapport aux objectifs qui sont poursuivis, aux objectifs officiels et non pas les objectifs officieux. Mais évidemment, ça permet aux autorités de manière générale de ne pas prendre leurs responsabilités. Alors, si on devait passer à un pass vaccinal aujourd'hui, donc à un certificat 1G, voire 2G, quels seraient les objectifs qui seraient poursuivis par le législateur ? Bien, je m'en réfère à la déclaration de notre ministre de la Santé, M. Van den Broek, qui nous a dit très clairement qu'un certificat de vaccination serait une manière un peu différente de le rendre obligatoire. Donc voilà, nous en sommes là. On ne prend toujours pas les responsabilités, mais on le dit haut et fort, en tout cas via la presse, la plupart du temps. Mais je pense que ça ne se retrouvera de toute façon pas dans les textes. Alors, très brièvement, pour analyser cette proportionnalité et pour analyser ce Covid Safety Kit, même si je pense qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde pour dire que cet outil est totalement inutile et inefficace. Mais donc passons très brièvement. La première partie du test de proportionnalité, est-ce que cette mesure est nécessaire par rapport aux objectifs qui sont poursuivis que je vous ai énoncés ? Premier objectif, réduction de la propagation du virus. Je vais vous donner la réponse avec un seul graphique où vous verrez effectivement que le CST n'a absolument pas empêché l'augmentation des contaminations partout dans les pays où il a été instauré. Donc je pense effectivement que l'objectif n'est pas atteint. Et si spécifiquement on se concentre sur la Belgique, sur la courbe de la Belgique, on voit qu'à partir du moment où il a été instauré, eh bien la courbe a commencé, la courbe des contaminations en tout cas, a augmenté. La petite descente qui a pu avoir lieu au mois de décembre pendant 2 semaines, ça faisait déjà facilement 1 mois que le CST était mis en place, donc on ne peut pas attribuer cette baisse des contaminations au CST. Par contre, ce qui est sûr, c'est que fin décembre, juste avant Omicron et l'augmentation fulgurante des contaminations, il est clair que le CST était toujours en vigueur. Donc venir me dire aujourd'hui que le CST permet d'empêcher la transmission, je crois que ça va être un petit peu compliqué. Venir me dire que la situation serait pire si on n'avait pas de CST, j'attends toujours qu'on me le démontre. Au niveau du deuxième objectif, qui est d'éviter une saturation du système de soins de santé, là aussi, on peut regarder les graphiques. Maître Despontin l'a dit, on est aujourd'hui en dessous de ce seuil de 500 patients aux soins intensifs. Aujourd'hui, avec le baromètre, on semble vouloir prendre en compte aussi les hospitalisations plus classiques, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, on voit qu'à partir du moment où le CST a été mis en place, eh bien, cette augmentation, bien que maîtrisée, a quand même eu lieu. Donc, je ne pense pas que le CST ait quoi que ce soit à voir là-dedans. Par contre, et là je rejoins ce qui a déjà été dit de nombreuses fois, je pense que après 2 ans de crise, c'est pas normal. Ce n'est pas normal de toujours viser un objectif qui est de vouloir soulager les soins de santé sans prendre aucune mesure spécifique pour
atteindre cet objectif-là, si ce n'est de réduire les libertés des citoyens. Et je m'en réfère à l'avis du comité bioéthique du 13 décembre 2021, j'ai marqué dans mon slide numéro 78, mais c'est le numéro 80, qui nous dit très clairement « Si l'engorgement des hôpitaux est l'une des conséquences dramatiques des vagues successives de la pandémie, le comité rappelle que la situation de tension, pénurie de lits et de main-d'œuvre trouve aussi ses racines structurelles dans un manque de reconnaissance et de valorisation des métiers du soin. » Je me demande, et c'est pas faute, je pense, d'avoir posé les questions plusieurs fois, notamment dans des procédures, jusqu'à quel point ça va être aux citoyens de payer pour ces manquements, de supporter ces manquements de la part des autorités, et qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais ça prend du temps de former du personnel soignant, etc. Oui, ça prend du temps, oui, les choses prennent du temps, mais là, on a encore perdu 2 ans. Et il n'y a absolument rien, à ma connaissance en tout cas, qui a été fait, et on n'a jamais répondu à ces questions. Donc je pense qu'avant de supprimer les libertés, il faudrait peut-être s'attaquer aux problèmes de base. Alors le troisième objectif, prévention des formes graves de la maladie. Et là, on voit aussi avec cet objectif-là, qui est un nouvel objectif, hein, finalement, on le voit dans l'ordonnance ou dans le décret wallon. En réalité, la logique sous-jacente, c'est quoi? C'est de nous dire, en fait, le vaccin aide à prévenir des formes graves, et donc en fait en vous imposant le CST, je vous impose de vous faire vacciner, et donc je vais vous protéger des formes graves. Donc c'est une obligation vaccinale déguisée, ce n'est pas parce que vous allez aller présenter votre CST et votre joli QR code que vous n'allez pas faire de formes graves. Alors il y a un changement de paradigme en ce moment où en fait on nous dit l'idée du CST ce serait de protéger les non-vaccinés. Je crois qu'ils partent aussi, enfin oui c'est assez cocasse, hein, faut le dire, voilà. Mais ils le disent comme ça en tout cas. Je pense qu'ils oublient quand même que déjà, toutes les personnes non vaccinées ne finissent pas à l'hôpital et ne font pas nécessairement des formes graves. Mais ils ne tiennent pas compte non seulement du fait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales, et surtout que ces personnes non vaccinées en question peuvent toujours aller dans les CST avec un test négatif, mais se faire contaminer par une personne vaccinée ou guérie qui serait porteuse du virus. Mais surtout, elles peuvent aussi continuer à fréquenter les lieux qui ne sont pas soumis à CST, comme les transports en commun, ou les magasins, les centres commerciaux, etc. Et donc contracter le virus dans ces lieux-là. Donc cet objectif de protéger les non-vaccinés, si ce n'est qu'il relève de l'hypocrisie, je ne sais pas trop qu'en dire. Alors, les derniers avis scientifiques sur le CST, outre les nombreuses déclarations du professeur Kopiter, ce qu'on a entendu aussi tout à l'heure, mais pas sur le CST principalement, je pense qu'ils sont assez clairs. Le comité bioéthique du 13 décembre 2021, je l'ai déjà cité. Le coprésident du comité bioéthique, le 28 janvier, nous disait « Le CST n'a plus aucun fondement scientifique et il ne peut plus être défendu éthiquement ». Et j'en passe parce que des déclarations en ce sens-là, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup aujourd'hui. On voit aussi que tous les pays européens vont dans le sens d'abandonner cet outil-là. Et je rappelle quand même qu'il y a un principe en droit qui est assez simple, c'est ce qu'on appelle la charge de la preuve. Et la charge de la preuve, elle repose sur l'autorité qui impose la mesure restrictive de liberté. Donc c'est en principe, ici à Bruxelles, à la région Wallonne, de nous démontrer que ce Covid Safety Kit est une mesure proportionnée. Ce n'est pas aux gens qui la contestent d'aller démontrer que cette mesure n'est pas proportionnée. Et aujourd'hui, on ne nous rapporte pas cette preuve. Alors, à imaginer même que l'augmentation du taux de vaccination soit un réel objectif, bien qu'il ne soit pas inscrit dans les textes, est-ce que le CST a permis de l'atteindre? Eh bien, quand je regarde les chiffres, personnellement, je pense que quand on obtient entre 3 et 5% d'augmentation du taux de vaccination, on ne peut pas dire que le CST a permis d'augmenter le taux de vaccination. Et donc, même si c'était un réel objectif, il n'est absolument pas atteint et donc la mesure est disproportionnée. Je vais vous passer l'avis du Conseil d'État, bien que daté du 10 décembre 2021, et le Conseil d'État, qui est quand même assez frileux depuis, je pense, le début de cette crise, dit quand même aux autorités qu'il faudrait bien réévaluer la mesure au regard des données scientifiques
actualisé en lui disant que même si aujourd'hui ces données sont incomplètes, il ne peut pas échapper à cette analyse. J'attends toujours, moi personnellement, que ce soit le cas. Alors, par dernière partie du test, est-ce que le CST constitue la voie la moins attentatoire aux droits fondamentaux? Eh bien, je pense très clairement que la réponse est non. On se rappellera que le CST a quand même été instauré en octobre 2021. Or, tout a réouvert au mois de mai 2021 sans CST et sans que la situation épidémique ne se dégrade. Alors certes, on était en été, il faisait meilleur, etc. Il y a le caractère saisonnier, mais quoi qu'il en soit, on a pu avoir une réouverture en toute sécurité, notamment avec les protocoles, le port du masque, la ventilation, la distanciation, même si on commence tout doucement à venir sur ces mesures de ventilation qui sont pourtant très importantes. On nous rapporte pas la preuve que ces lieux en question où le CST est imposé sont dangereux. Ça a été le cas pendant les premières fermetures avec les coiffeurs, les restaurants, etc. Ils ont demandé des justifications pour dire pourquoi est-ce que nous on est fermés, en quoi est-ce qu'on est dangereux, on n'en a jamais eu. Et quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense effectivement que pour se permettre de restreindre les libertés des citoyens, on prend d'abord des mesures aux problèmes de base, à savoir les soins de santé. La conclusion par rapport à la proportionnalité, je pense que j'ai été claire, cet instrument est inutile. J'en viens donc à la conclusion tout court, et je vous passe beaucoup de slides par rapport à ce que Maître Despontin a dit et moi-même sur la proportionnalité. Il faut reconnaître effectivement qu'en Belgique, on a un problème réel de recours effectif. On n'a pas de juge des libertés. Et ça peut poser problème, notamment au regard de la vitesse à laquelle changent les mesures. L'accord de coopération modifié 2 fois en 1 mois, avant les arrêtés ministériels qui étaient changés toutes les 2 semaines. Enfin, ça n'est à un moment pas gérable, sans compter que les tribunaux aiment se renvoyer la balle et c'est un vrai problème. Autre grand problème depuis le début de cette crise, c'est l'inertie des parlementaires. Des parlements. Je veux dire, aujourd'hui, on a vu dans les débats par rapport ici spécifiquement au CST, qu'on nous dit « Ah mais oui, mais on va le prolonger, mais c'est vrai, on n'a pas d'évaluation, on ne sait pas, on attend, mais on va quand même le prolonger. » On vient voter des prolongations de la loi pandémie sans avoir réellement d'explication, sans expliquer par rapport à ce seuil, mais par contre, ensuite, pour aller faire le buzz sur Twitter, pour dire que c'était des mesures complètement stupides et qu'on n'a pas les évaluations ou quoi que ce soit, je pense que d'abord, on demande les évaluations, d'abord, on réfléchit et ensuite, on vote. Mais ça, c'est ma vision des choses, visiblement pas celle de nos parlementaires, et c'est bien regrettable. Et, la conclusion finale, c'est que je pense que le principe de proportionnalité, comme Arnaud Janssen l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un principe qui doit guider toutes les décisions qui sont prises dans cette crise. Toutes les mesures restrictives de liberté doivent être analysées au regard de ce principe. Il n'est pas là juste pour faire joli. Et donc, vraiment, c'est un appel pour que ce principe soit remis au centre. Je vous remercie pour votre attention.